Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de MyStock. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Sarah, la fondatrice de La Vraie Dose. Salut Mélanie. Merci beaucoup Sarah d'être avec moi. Surtout qu'en fait, la petite anecdote, c'est que Sarah et moi, on se connaît depuis le début de nos projets respectifs. Depuis 5 ans de vie entrepreneuriale à peu près. Exact. Et du coup, je suis super contente que tu viennes aujourd'hui sur MyStock pour justement parler de ton parcours, partager avec notre communauté un petit peu finalement comment t'en es arrivée aujourd'hui là où tu en es, parce que c'est quand même une super croissance. Attends, elle me fait peur là. Un super Non, beau projet. Oui, Tes conseils en tout cas vont être vraiment pertinents pour toutes les personnes qui veulent créer une newsletter, créer du contenu, puis créer une vraie communauté sur Instagram aujourd'hui. Let's go. C'est parti. C'est parti. Ok, super. Donc ma première question, Sarah, c'est déjà si tu devais définir ce que c'est la vraie dose pour les gens qui nous regardent. Finalement, la vraie dose, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il y a derrière cette dose finalement Comment tu le définirais toi aujourd'hui? Alors sortez les paperboards, ça va être long. Alors on va faire très simple. À la base, donc La Vraie Dose, c'est le magazine newsletter qui envoie chaque lundi à 7h une vraie dose de parler vrai et d'énergie aux entrepreneurs de la vraie vie. Donc en gros, c'est un média. Un média au format newsletter qui veut un peu aller à contre-courant de ce dont on parle aujourd'hui quand on parle d'entrepreneuriat. Sortir un peu du schéma habituel, ne pas parler que des startups, ne pas parler que de ce qui se passe quand on a développé son projet depuis 5 ans, mais parler des débuts en fait. Ouais. Un magazine qui parle des débuts de l'entrepreneuriat. Mais j'ai dit sortez les paperboards parce que La Vraie Dose aujourd'hui, c'est un média, mais c'est aussi une communauté, la LVD Family. Exactement. Dont Mélanie fait partie depuis les tout débuts. La LVD Family, ce sont les abonnés, les lecteurs de La Vraie Dose, de la newsletter. Et surtout, ce sont des entrepreneurs de la vraie vie qui se retrouvent, s'entraident, sont solidaires. Enfin, j'ai vraiment essayé de fédérer un gang d'entrepreneurs qui vivent l'aventure entrepreneuriale. Ensemble, on est clairement sans tabou. On n'est pas là pour faire le show, pour s'inventer des vies entrepreneuriales. On est là pour tous ensemble aller vers la suite de nos projets, quoi. Exactement, non mais c'est super. Comment tu as eu l'idée de lancer une newsletter? Enfin déjà de base, comment c'est venu? Tu faisais quoi avant? Moi, avec le temps, je vois des racines de mon projet depuis à peu près ma naissance. Mais si on simplifie vraiment, disons qu'avant La Vraie Dose, j'ai déjà développé un premier projet pendant 6 mois qui s'appelait Karmers, donc K-A-R-M-E-R-Z. Premier conseil, ne pas prendre un nom de projet imprononçable, ça n'aidera pas à l'avenir de ton projet. Voilà pourquoi il a duré que 6 mois notamment. L'idée, en fait, à la base, je voulais faire un peu une start-up, quoi, hein, tu vois, genre, je voulais un peu respecter les règles du jeu, j'avais l'impression que c'était comme ça qu'on montait une boîte et j'avais pas trop réfléchi à ce que fondamentalement je voulais faire en tant qu'entrepreneuse. Enfin, c'était un jeu de mots entre makers et le karma et l'idée en fait c'était d'aider les gens à développer leur réseau professionnel en se rencontrant dans la vraie vie, en s'entraidant, en buvant des cafés. Je dirais 95% des entrepreneurs, le premier projet où il y a un peu des trucs bons, mais en fait, il manque quand même, le cadrage n'est pas forcément le bon, quoi. Du coup, je développe un projet pendant 6 mois et je me sens archi seule en fait. Okay. Seule dans ma tête et seule dans mon bureau, mais surtout seule dans ma tête. Et je me suis rendu compte avec le temps que en fait, j'avais juste envie plutôt de développer autre chose. Pas forcément chercher un business model scalable, machin, et aller ouvrir des bureaux à San Francisco dans 2 ans, tu vois, pas du tout mon style. Finalement, j'avais juste envie de monter un projet qui avait un impact sur les gens de la vraie vie. Et en fait, en devenant moi-même entrepreneur, je me suis rendu compte que il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui n'avaient pas de médias pour eux. Tous ces entrepreneurs de la vraie vie, ces entrepreneurs qui démarrent, ces entrepreneurs qui sont créateurs, qui sont freelance, qui ouvrent des lieux, qui ont des boutiques physiques, des gens, un commerçant est un entrepreneur en fait. Et on les oublie complètement. Un dimanche soir, j'étais comme ça sur mon lit en train de méditer l'entrepreneuriat et je me dis mais il faut un truc en fait. Le lundi matin, c'est pas du tout plus cool quand tu es entrepreneur. Parfois, c'est encore plus anxiogène que quand tu étais salarié. Je me suis dit, il faut vraiment changer les choses. Et là, en 1 heure, l'idée de La Vraie Dose me vient. L'idée de la newsletter aussi, parce que j'adore écrire, parce que c'est plus en écrivant que j'arrive à véhiculer mes pensées et à apporter toute mon empathie. Et je trouvais ça plus important. Enfin, ouais, j'ai eu ce feeling, en fait. C'est un peu inexplicable. Il y a des trucs dans son projet entrepreneurial qu'on n'explique jamais. En 1 heure, j'avais le nom, j'avais l'idée du lundi matin, etc. Et par contre, là, je me suis dit, attention cocotte, c'est ton 2e projet, plus trop de sous de côté, il va falloir se réveiller. Donc dans 1 semaine, tu as un site internet, un Instagram et tu sors ta première newsletter. Et puis nous voilà presque 80 newsletters plus tard. Waouh, non mais 80, c'est impressionnant. Oui, je m'impressionne moi-même parce que c'est... Voilà. Mais non, mais surtout que là, les gens qui sont
pas encore abonnés, en tout cas, ne savent pas, mais tu envoies vraiment à 7h pile. Là, je trouve ça hyper Tous les lundis. parce que j'ai tellement du mal des fois à garder cette régularité. Comment tu fais justement, je pense que c'est une des vraies questions, pour justement garder cette consistance, cette régularité qui est finalement une clé aussi du développement de ton projet. Comment tu arrives à être régulière comme ça dans ton travail? Alors clairement, la régularité, ça fait partie des secrets de la vie d'entrepreneur. Je pense que c'est régularité, gestion du temps et travail sur le rapport à l'argent. Je dirais que c'est les 3 piliers. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très régulier. Je procrastine beaucoup. J'ai un esprit très créatif. Et du coup, je pars un peu dans tous les sens. Ouais. Et ça aussi, c'est une alerte que m'a apporté ce premier projet qui n'a pas abouti. C'est que je me suis dit, un média comme ça, qui a comme pitch, moi c'était dans le pitch dès le départ, je me suis dit la newsletter, la vraie dose, ce sera vraiment ta vraie dose du lundi matin. Donc déjà c'était ancré dans le pitch et en fait le secret que j'ai trouvé c'est celui-là, c'est faut s'engager publiquement en fait. C'est un peu le coup du bâton, tu vois, mais c'est la réalité en fait. Si tu dis que ton média, quand tu fais un média ou quel que soit ton projet, si tu dis que par exemple, dans mon cas, ça sort tous les lundis matins à 7h, que ça fait presque partie de la proposition de valeur, que c'est dans le pitch, bah, il y a des dimanches soirs où tu finis à 3h du matin, mais tu la termines ta newsletter et tu la sors en temps et en heure, tu vois. Wow. C'est ça le truc. Quand on est comme moi et qu'on n'est pas, enfin je sais pas s'il faut dire ça, s'il faut dire qu'on est paramétré par défaut pour être comme ça, parce que je pense qu'on a la personnalité qu'on veut bien avoir aussi, tu vois. Mais quand de base on a ce petit souci de régularité qui est quand même vraiment le meilleur pote de l'entrepreneuriat, bah, il faut peut-être un petit peu se fixer des règles du jeu, quitte à en parler publiquement. Comme quand on se fixe des objectifs, ça peut être une idée d'en parler publiquement pour se bouger un petit peu le popotin, quoi. Sinon, on a vite fait de lâcher et de se décourager. Exact. Est-ce qu'il y a des moments, justement, tu t'es dit, mon Dieu, je vais pas réussir à la sortir à 7h pile qu'est-ce que je vais faire? Comment, dans ces cas-là, tu t'étais organisée? S'il y a des jours où tu t'es dit, Bah, en fait, vraiment, il y a eu des fois où... il y a eu quelques dimanches soirs où vraiment j'ai pleuré quoi, parce que je me disais mais pourquoi je fais ça? En plus la newsletter est gratuite. Après j'ai développé tout un modèle économique autour, mais je me disais puis surtout c'est vraiment pour le coup on l'a peut-être pas trop expliqué, mais aujourd'hui je dis carrément un magletter au sens magazine newsletter parce que c'est vraiment un vrai contenu. C'est pas une newsletter avec 3 liens qui se lit en 2 secondes, etc. C'est pas une newsletter de publicité comme pourrait l'avoir Air France ou Sephora où ils te mettent des codes promo. Moi, c'est vraiment une newsletter de contenu, comme la vidéo qu'on est en train de faire en fait, mais à l'écrit. Aujourd'hui, par exemple, c'est une dizaine d'heures de travail pour chaque newsletter. Parfois, il faut garder la pêche quand c'est le vaisseau gratuit de ton projet. Mais évidemment que le contenu gratuit, la partie gratuite, un peu comme je parlais de Sephora, quand tu vas à la parfumerie, l'échantillon, c'est pareil. Le gratuit, c'est ce qui va te permettre de créer du lien et ensuite dans mon cas, de développer des choses payantes. Mais déjà, ça te compresse un peu le cerveau. Et puis, c'est très dur de sortir du contenu de qualité parce que j'ai mes petites exigences, bien sûr. Jeanne Micheline perfectionniste, bien entendu. Donc, j'ai mes exigences de qualité. Et il y a eu des dimanches soirs assez complexes. Mais tu vois, il y a eu un dimanche soir qui m'a beaucoup marqué où je me suis dit, je n'arrive plus à l'écrire. Et en fait, je me suis dit, bon, je l'ai sorti quand même. Il faut vraiment savoir un truc, c'est qu'on a toujours un niveau d'exigence par rapport à notre projet qui est 1000 fois plus élevé que les gens qui vont en profiter, en bénéficier. Surtout dans la création de contenu d'ailleurs, mais pas que. Et en fait, il vaut mieux sortir un truc que de ne pas tenir son engagement. Il y a des gens qui te diraient le contraire, il y a des gens qui te diraient si c'est pas assez bien, c'est pas grave, on annule. Moi, je pense que c'est pas un bon message à véhiculer et que si tu sors ton truc, on parlait du fake it until you make it juste avant, bon, c'est un peu ça a bien mesuré, il faut pas trop faker non plus, mais il vaut mieux sortir sa newsletter que tu trouves pas ouf plutôt que de ne rien sortir du tout. Les gens ne verront même pas que toi t'as pleuré à 3h du matin. Ça, c'est un truc que j'ai compris avec le temps. Mais ceci dit, il y a vraiment une fois où je me suis dit, j'ai plus d'inspiration et je crois que j'ai fait le tour d'un truc. Et c'est là en fait que j'ai fait évoluer le format de ma newsletter, que j'ai fait arriver des vraies interviews. Et c'est en fait grâce à ces moments aussi où j'ai calé que en fait, j'ai fait monter en gamme et en contenu ma newsletter en fait. Quand plus tu es régulier, plus tu connais ton projet, plus tu l'emmènes vers la prochaine étape. Parce que plus tu pratiques ton projet en fait. Exactement. Et du coup, une des étapes, ça a été effectivement pour toi de trouver un business model. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours dans comment je fais quand je crée une newsletter, quand je crée du contenu, pour arriver à un moment à se dire, ok, je vais peut-être pouvoir en vivre de mon activité ou trouver une manière de générer de l'argent. Exactement. Surtout que comme je disais, j'avais déjà développé un premier projet pendant 6 mois. Donc il y a un moment, une fois que tu as passé le cap de je brûle mes économies, je fais un emprunt, je fais du freelance à côté mais qui n'a rien à voir et du coup tu as l'impression d'être schizophrène entre ta mission de freelance et ton projet. Même si la mission de freelance est cool, tu vois, tu te dis ok, ça me ramène de l'argent qui me fait vivre, mais ça ne fait pas vivre mon projet directement. Exactement. C'est la frustration la plus complexe. Parce que tu es passé par ces phases. Toi, oui, exactement. Mais en vrai, beaucoup de gens passent par ces phases parce qu'un modèle économique, on n'est pas en cours d'économie, quoi.
ça tombe pas du ciel. Il y a des choses évidentes, mais en fait, il faut les tester, il faut les développer. La première chose que j'ai lancée, du coup, c'est une version payante en fait de La Vraie Dose qui a duré toute l'année 2019. Donc, c'était un financement participatif, mais au mois en fait, où chaque lecteur de La Vraie Dose pouvait contribuer, comme Mélanie d'ailleurs, adorablement, qui a été, je crois, la deuxième contributrice mensuelle. On contribuait, les lecteurs de La Vraie Dose qui le souhaitaient pouvaient contribuer entre 2, 5, 10 euros par mois et ils accédaient à une communauté vraiment La Vraie Dose et surtout à une seconde newsletter, cette fois envoyée le vendredi, qui était un petit peu sur un autre format qui s'appelait Journal d'une entrepreneur bien trop sensible. Je dis qui s'appelait parce que ça va bientôt prendre fin ce format-là parce que je vais aller vers encore une nouvelle version premium qui s'assume plus. C'est pour ça aussi que je disais que c'est ok d'avoir des petits jobs à côté, etc. Ok, on voit le modèle économique, mais il faut le tester, il faut le développer, il faut gagner des clients. Ça tombe pas du ciel. Une fois qu'on a identifié un modèle éco, il n'y a pas de magie qui se passe après. C'est du temps. Donc voilà, j'ai développé d'abord une offre premium payante. Ensuite, quelques mois plus tard, j'ai développé en fait ce que je faisais en freelance. Je me suis dit, il y a un truc parce que les gens viennent me chercher en freelance pour de la rédaction, de la création de contenu. Donc voilà, avec X newsletters sortis, ma présence sur les réseaux sociaux, je commençais à vraiment développer mon expertise. Mais comme d'habitude, syndrome de l'imposteur oblige, j'étais la dernière à le comprendre, mais c'est pas grave. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, peut-être que mes lecteurs, ils auraient vraiment besoin de moi, ma communauté, pour vraiment les accompagner sur la création de ce qu'on appelle leur storytelling et leur création de communauté eux-mêmes. Donc le storytelling, en fait, c'est tout simplement l'art de raconter son projet, de créer du contenu autour, de créer vraiment une identité de marque, de faire la différence en incarnant son projet. Et en fait, ça a été la grosse éclate. Aujourd'hui, c'est une grosse partie aussi de mon chiffre d'affaires. Puis après, j'ai organisé des événements et j'ai monétisé à la fois la brique média en disant je vais faire une offre premium avec plus de médias encore et voilà, et plus d'interactions. Et j'ai aussi monétisé la brique communauté en disant au sein de ma communauté, il y a des gens qui attendent des événements, des rencontres dans la vraie vie, et puis il y a des gens qui attendent peut-être du conseil aussi. Et quel est ton conseil pour les personnes justement qui ont peut-être du mal à se dire, parce que toi tu as créé une communauté donc, grâce à ton contenu, les gens qui d'abord lancent du contenu mais qui ont du mal à fédérer un peu communauté autour de ce qu'ils font, ils se disent je vais peut-être pas pouvoir dès maintenant faire quelque chose si j'ai pas encore de communauté. Quels sont les conseils que tu pourrais leur donner sur la création d'une communauté autour de ton contenu? Il y a un truc très vrai dans ce que tu as dit, c'est que c'est super cool de créer du contenu, mais le problème c'est que si personne ne lit, ça ne sert à rien. Et du coup, c'est ça. C'est-à-dire que dès le départ, à l'époque, au tout début, les premières newsletters me prenaient que 4-5 heures, mais pourtant ma semaine était plus que bouclée. Parce qu'en fait, c'est comme tous les business du monde. Tu as ton produit, mais en fait, ton produit, la création de ton produit, c'est 20% de ton temps, 15% de ton temps. Le reste du temps, c'est le rendre visible, le vendre, le monétiser. C'est faire du business avec le produit. Dans la création de contenu, c'est pareil. C'est 10% de temps de création de contenu. Et il faut faire toujours attention à bien garder ces 10%, et voilà, parce que c'est quand même le vaisseau amiral de ton projet. Mais c'est surtout 90% du temps à le faire connaître. Et moi, j'ai trouvé vraiment l'axe de la communauté. Et en fait, c'est un peu venu par hasard. C'est juste que, tu vois, dans mon précédent projet, je disais que j'incitais les gens à se rencontrer autour d'un café, etc. Et c'est en fait ce que j'ai fait dans les premiers mois après le lancement de La Vraie Dose. J'ai commencé en fait à rencontrer une grande partie de mes lecteurs. Alors à l'époque, on était sur vraiment 100-200 personnes, mais c'est déjà génial en fait parce que d'ailleurs, quand tu penses à 100-200 personnes dans une pièce, tu te dis, mais en fait, ça fait beaucoup de monde. Donc il faut aussi ne pas regarder les newsletters les plus lus, les gens les plus suivis sur Instagram et se dire, attends, j'ai déjà quand même des gens qui me suivent. Carrément. Et parfois, une petite communauté engagée, ça vaut beaucoup plus qu'une fausse communauté remplie de robots, quoi. Complètement d'accord. Donc, moi, ce que j'ai trouvé, en fait, c'était justement de fédérer une communauté autour. Et pour ça, mon astuce bête et méchante, meilleure astuce de marketing du monde, rencontrer les gens. Mais rencontrer les gens dans la vraie vie. On n'y pense pas, tu sais, on envoie des mails, on envoie des messages, et au final, on fait des formations Instagram, on fait du like, on fait des stratégies, on teste des heures de publication, machin. Mais rencontre les gens, en fait. Rencontrer quelqu'un dans la vraie vie, il n'y a pas mieux pour l'accrocher, en fait. Sachant que moi, je rencontrais des gens qui aimaient déjà bien mon contenu parce qu'ils m'avaient vu sur Insta. Mais tu fédères pas des followers, en fait, tu fédères des humains, donc il faut les rencontrer. C'est une base de base. C'est pas avoir une communauté, c'est pas avoir des followers Instagram, c'est avoir des gens qui sont autant portés par ton projet que toi. Et c'est ce qui m'arrive aujourd'hui avec la LVD Family. Et ça me fait pleurer des fois tellement c'est magnifique. Mais c'est des années de travail, en fait. Enfin, ça n'arrive pas du ciel et c'est pas des histoires de followers Instagram. Il faut vendre son projet à des vrais gens. Et en fait, les gens, s'ils sont juste en train de te follow, ils mettent jamais un euro dans ton projet. Soyons bien clairs. Et du coup, meilleure astuce
astuce de marketing, rencontrer les gens dans la vraie vie. Souvent, on me dit des fois, mais comment tu fais pour avoir autant d'interactions, de partage? Et je suis la meilleure astuce, je les connais, les gens, c'est Mais tout. oui, c'est vrai, en plus, t'es hyper transparente dessus. Tu te dis, bah, que ça Ouais, c'est ça. J'ai pas de stratégie de hashtag et machin. Pourtant, à la base, ma spécialité, c'était le marketing digital. Et en fait, je suis sortie de ça. Je me suis dit, mais en fait, marketing du bon sens surtout, quoi. Ouais. Et ça marche très bien comme ça. Et je recommande. Et puis, de toute façon, je vais dire, quel que soit le projet, on ne peut pas passer à côté de l'idée de rencontrer des clients. Surtout quand tu crées un modèle économique. Bah, moi, c'est comment j'ai trouvé l'idée du financement participatif mensuel, de l'accompagnement des événements. Ça, c'est pas par la magie du Saint-Esprit, c'est parce que c'est les gens qui me le demandaient, en fait. Ta communauté va être celle qui va te donner, qui va te souffler le modèle économique qui marchera. Parce qu'on a des idées, mais si personne adhère, on ne fera pas 1 euro, c'est toujours pareil. Donc, rencontrer les gens, c'est l'étude de marché gratuite et constante, tu vois. C'est hyper important. Trop bien. Du coup, notre question, Sarah, pour toi, c'est finalement quels ont été les challenges, je veux dire les moments les plus difficiles, je pense, dans la vraie dose. Ça a été quoi, toi, les moments qui ont été compliqués? Comment tu as réussi à t'en sortir par rapport à ça? Le moment le plus difficile, je pense que ça a été déjà identifier et développer un modèle économique. Ouais. Là, je viens de célébrer mes premiers SMIC. Oui, félicitations. Donc, c'est quand même la folie, top, tu vois. Franchement, non, c'est super. Et bienvenue dans la réalité de l'entrepreneuriat, tu vois, ça fait... voilà, c'est ça. Et là, je parle d'un SMIC vraiment où 100% de mon chiffre d'affaires arrive via la vraie dose. Et c'est vraiment génial. Donc via toutes les briques dont tu nous parlais. Ouais, exactement. Via tout ce qu'on expliquait juste avant. Donc déjà, l'identification d'un modèle économique, mais ça, on en a pas mal parlé. Et je pense aussi qu'un des gros défis que j'ai eu, c'était de travailler sur mon sentiment de légitimité. Il y a eu beaucoup de moments où je me suis dit, il y a plein de médias entrepreneuriaux. Est-ce que ma voix de dire, moi, je vais parler, je vais faire un peu l'anti-média, je vais parler aux entrepreneurs de la vraie vie, est-ce que c'est vraiment pertinent? Ouais, tu as eu pas mal ce sentiment de est-ce que je suis légitime finalement? Ouais, c'est ça. Que d'autres personnes l'ont aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Comment tu fais au quotidien justement pour te dire, bah si, je suis légitime dans ce que je fais? Je fais. C'est-à-dire que, en fait, plus le temps passe et plus j'ai de l'expérience. Et mine de rien, bah, ça t'auto-légitime et puis ça te légitime aux yeux des autres. Puis il y a un truc que j'ai compris, c'est que personne te dira, enfin, c'est à toi de te dire en premier ce que je fais, c'est bien, tu vois. J'ai fait plein de choix que les gens ne comprenaient pas. Typiquement, quand je disais que je rencontrais plein de gens autour d'un café, vraiment, tout le monde me prenait pour une cruche, quoi. Tu vois, c'est genre, la fille, elle a que ça à faire. Combien de fois on m'a dit ça, genre, ah non, mais moi, je n'ai pas le temps de prendre des cafés, genre, Enfin, j'ai mesuré l'autre jour, prendre 1 heure, un café par semaine, 1 heure avec quelqu'un, 1,2% de ton temps. Donc, c'est le même temps que s'énerver sur Instagram en scrollant les feed girls ou je ne sais quoi, tu vois. C'est rien du tout. Mais il n'y a eu que des trucs comme ça. Il y a aussi un autre point, c'est que, typiquement, moi, je me suis lancée dans la newsletter. C'est vraiment peu connu et le truc qui a été le plus insupportable, c'est que tous les gens me disent « Ah oui, je connais les newsletters, c'est les spams !» Tu vois, les gens font des blagues pas drôles dans la vie. Ah oui. C'est vraiment lourd. Et du coup, c'est dur en fait quand tu arrives, c'est l'entrepreneuriat. Normalement, la base, c'est que tu arrives sur une nouvelle industrie ou alors que tu arrives sur une industrie existante mais que tu la bouscules. C'est excitant et dans 5 ans, peut-être qu'on me dira « Mais qu'est-ce que c'était avant-gardiste de lancer une newsletter de contenu ?» Mais au début, vraiment, les gens ne comprenaient pas. De toute façon, d'ailleurs, c'est l'aventure d'une vie d'entrepreneur. Ton pitch évolue constamment parce que plus le temps passe et plus tu comprends et tu manipules ton projet assez bien pour savoir enfin le vendre correctement. J'ai décidé vraiment de séparer mes 2 offres. Trop bien. Avec la vraie dose qui sera vraiment le magazine newsletter et la LVD Family, la communauté. Et de l'autre côté, j'incarne et je fédère by la vraie dose, qui sera un accompagnement et peut-être plus de choses encore, dédié au storytelling, à ce que j'appelle le marketing près de chez vous. C'est-à-dire, j'ai vraiment envie de créer du contenu, des accompagnements, de continuer, de les poursuivre parce que je m'éclate et on a des résultats de ouf avec mes premiers clients et peut-être même des formations, etc. Donc, j'ai beaucoup d'ambition là-dessus. Je sens vraiment que je monte en expertise et en légitimité là-dessus. Je me rends compte que c'est vraiment mon truc. Il y a des trucs qui ne se décrètent pas et je sais que j'ai vraiment ce truc d'arriver à mettre en valeur les projets des gens et à les aider à fédérer à la façon dont ils en ont envie avec leur personnalité. Et du coup, je vais vraiment séparer mes 2 offres, scinder mes 2 offres. Donc, je vais avoir vraiment, tu vois, la vraie dose avec un projet à 2 têtes. Ce qui est un peu excitant parce que ça te donne l'impression d'avoir 2 projets en soi. Mais ça crée aussi plus de clarté au niveau de ma proposition de valeur. Super, bon top Sarah, franchement en tout cas c'est hyper inspirant quand je t'écoute, je me dis et tout parce que franchement ton projet on voit une vraie évolution quoi, je veux dire par rapport et puis ça, je pense que ça inspire aussi beaucoup de les personnes qui veulent créer du contenu, de la newsletter, de se dire qu'en fait c'est possible. Bien sûr. Si on a un bon contenu, on fait quand même un contenu de qualité qui répond aussi à des attentes, on peut réussir à en trouver son business model et en faire une vraie entreprise quoi, et en vivre exactement. Bon super, donc je te propose qu'on passe au Melstock Challenge.
challenge. Ok. 3 petites questions qui n'ont rien à voir avec le côté business. Donc nous, on est curieux de savoir, Sarah, un peu ce que tu fais dans ton temps off, justement, le temps où tu n'es pas sur la vraie dose. C'est quoi un peu ton truc à toi? Comment tu t'occupes un peu? J'essaye vraiment de faire des choses un peu plus… Enfin, tu vois, pendant mes premières années d'entrepreneuriat, vraiment, j'étais trop en mode, ok, dès que j'ai 5 minutes de temps perso, je rentabilise, je vois tout le monde et nanana et nanana. Alors, il y a un nouveau truc que j'essaye qui est complètement bizarre, c'est que maintenant, je fais des siestes. Ça n'a rien à voir. Je pense que tu n'as une personne qui t'a dit ça. Genre, les gens ont dû dire, je vais au musée. Mais non. Je fais du jardinage. Ah ouais, je fais du jardinage. Non, si je promène mon chien, voilà, c'est mon temps off, c'est mes pauses de la journée. Donc, bon, il y a ça. Mais ça, c'est un peu plus classique. Je fais des siestes en conscience. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que vraiment, j'avais besoin de me reposer physiquement parlant. Et que c'est vraiment un truc, le sommeil, que j'ai laissé trop de côté en me disant non mais c'est bon, moi j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, je suis une passionnée. Non mais je suis comme tout le monde, j'ai besoin de dormir en fait. Et quand tu montes ta boîte et que tu es stressé, sous tension, etc. En fait, si tu dors pas suffisamment, c'est soit ton projet qui prend, soit ta vie perso qui prend, voire les deux en même temps. Donc j'essaye de faire des siestes en conscience. Alors je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça, c'est moi qui appelle ça comme ça. C'est vraiment, je me pose, je m'allonge et je me dis maintenant tu vas dormir et tu vas être trop bien. Et je profite de ça au max. Trop bien. Un trait de caractère que tu détestes chez quelqu'un? Quel est le trait de caractère qui t'irrite? Les gens, mais c'est de la fausse extraversion. Tu sais, c'est pas de l'extraversion au sens où ça fait partie de la personnalité des gens. Là, je parle vraiment de l'extraversion, genre les gens un peu hypocrites, quoi. Les gens qu'on font trop, voilà, tout simplement. Ok. Et dernière question, du coup, est-ce que tu veux bien nous partager une lecture inspirante, un bouquin, voilà, quelque chose qui t'a marqué cette année, peut-être que tu veux partager avec nous? Alors, il y en a plusieurs que j'ai lus cette année, que j'ai bien aimé. Ah, je me rappelle plus du titre, mais il y a par exemple, alors l'auteur, je sais pas comment, voilà, on dit, mais Catherine Painvin, qui est extraordinaire. Je pense que le titre c'est Une vie et 2 minutes, et c'est la fondatrice de l'entreprise Tartine et Chocolat. Je pense qu'elle a facilement 60 voire 70 ans et elle raconte un peu tout son vécu. Cette femme est ultra inspirante. Je l'avais découverte dans mon podcast préféré Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie. Et j'avais eu un vrai coup de cœur pour elle. J'ai acheté son bouquin et c'est une femme fascinante parce qu'elle était entrepreneur. Clairement à une époque où c'était pas hype d'être entrepreneur. En plus c'était une femme donc forcément sur sa génération c'était encore plus épique. Mais elle est intéressante et c'est vraiment pas une lecture que pour les femmes. De toute façon il n'y a pas de lecture pour les femmes et pour les hommes, mais vraiment c'est passionnant. C'est un bouquin d'entrepreneuriat en français qui sort de ce qu'on a l'habitude de lire. Et c'est pas qu'un bouquin d'entrepreneuriat, c'est un parcours de vie en fait. Donc c'est génial. Top. Et dernière petite question, donc c'est moi qui vais la poser. Quel a été le moment le plus embarrassant ou le plus gênant de tous tes cafés LV2? Est-ce qu'il y en a un ou genre, parce que tes stories me font tellement rire. Mais est-ce qu'il y a eu un moment hyper gênant? Il y a un truc qui me vient vraiment à l'idée. C'est une personne, donc en fait c'est juste que je prends des cafés avec la LVD Family et au début, maintenant je fais un peu attention de voir si les gens aiment vraiment bien la vraie dose, sont déjà venus peut-être à un événement payant ou au moins voilà, partagent beaucoup la vraie dose sur les réseaux sociaux, la lisent depuis un bout de temps. J'en vois un peu balader les gens qui découvrent mon Instagram, qui voient que je mets des gens en valeur et qui sont là « Ah moi aussi j'ai un projet, voici ma vie, mon œuvre ». Ils me disent même, ils trouvent même pas mon prénom, ils me disent même pas un mot sur la vraie dose. C'est genre bonjour, je cherche un panneau publicitaire, serais-tu disponible pour le faire gratuitement, merci, bonsoir ». Donc voilà, je fais un peu plus attention à tout ça pour une raison, un café. Une fois en fait j'arrive à un café, bon déjà la nana, enfin tu vois bon. Elle était grave en retard parce qu'elle s'est rajouté des trucs entre temps. Après, ça peut arriver parce que nous, toutes les deux, on avait une demi-heure de retard. Mais là, c'était un peu genre, elle s'en foutait un peu qu'on ait rendez-vous, quoi. J'arrive et là, la nana me demande, moi, je savais son prénom et tout. Et elle me dit, au fait, je suis désolée, mais comment tu t'appelles? J'ai pas ton prénom. Et genre, j'ai pas trouvé ton prénom. Et j'étais là, en fait, si tu t'étais inscrite à la newsletter, tu l'aurais su. Si tu avais regardé mon site 2 secondes, tu l'aurais su. Je me suis dit, tu es en train de devenir une bonne poire. Et ça sent un peu la nana qui avait juste envie que tu parles de son projet en story, quoi. Je suis très honnête, hein. C'est vraiment un truc, c'est mon combat du moment. Je sais pas, tout à l'heure, tu as parlé des difficultés, je sais pas comment ça a pu passer à côté, mais ça, c'est ma plus grosse difficulté en réalité. C'est de faire la différence entre les gens qui aiment la vraie dose et qui veulent bien être interviewés pour donner, pour délivrer. C'est ok de vouloir parler de son projet, c'est génial. Il faut pas avoir peur de parler de son projet, de faire sa promo. C'est pas ça que je dis, attention. Vraiment, il faut être fier de son projet, mais il faut comprendre que quand tu vas arriver sur un média, il faut respecter aussi les règles du jeu. Quand tu arrives dans la vraie dose, tu dois parler de ton parcours, tu dois parler aussi de ce qui t'a emmené jusqu'à ton projet. Moi, qui aime le storytelling, j'ai besoin de savoir d'où viennent les gens.
C'est comme quand on passe dans Melstock, évidemment on est content parce qu'on parle de la vraie dose, mais si tu veux juste venir parler de ton truc mais que tu réponds pas aux questions ou que tu restes un peu dans le politiquement correct hyper ennuyeux, c'est pas ok, c'est pas cool. Donc mon plus gros défi c'est de, comme j'ai un média, c'est de faire la différence entre les gratteurs et les gens qui sont hyper sympas. Et tu vois, typiquement, les gens les plus timides dans les cafés entrepreneurs sont souvent des gens qui ont une histoire formidable. Des gens qui ont un projet moins avancé sont des gens qui vont dire beaucoup plus de choses très concrètes pour aider les autres entrepreneurs. Il faut jamais, aucune personnalité n'est plus intéressante qu'une autre pour un média, pour de la création de contenu. Et vraiment être ferme et faire comprendre aux gens que la vraie dose n'est pas flunch, et encore à flunch tu payes, tu vois, n'est pas un self-service, c'est mon défi au quotidien. Donc voilà. Ok, bon bah on termine sur cette petite note. Sur cette punchline. C'est cette punchline, exactement. Bah écoute, merci beaucoup Sarah d'être merci à toi. sur Melstock. En tout cas, tes conseils, j'espère, vont vraiment vous aider à développer vos projets. J'espère que le parcours de Sarah vous a plu, qu'il vous a inspiré. On mettra du coup tous les liens dans la description du coup. Et pour suivre Sarah, du coup, c'est sur Instagram. Exactement, sur Instagram, donc @la-vraie avec un e-dose. Exact. Mais surtout, la meilleure chose pour suivre Sarah, hein, bien sûr, c'est de s'inscrire à la newsletter. Exactement. Inscrivez-vous à la newsletter. Ouais, voilà, lavraidose.com ou vous tapez La Vraie Dose sur Google et c'est le premier site. Et puis dès que vous arrivez sur le site, il y a un énorme bouton avec écrit « Je m'inscris à La Vraie Dose ». C'est sur ce bouton qu'il faut aller. Voilà, il est rouge. Ok. Bon, bah super Sarah, merci beaucoup. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode de Melstock. À très vite. Bye bye.